Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble autour de la thématique de l'homme et l'animal. Comment l'homme et l'animal peuvent-ils aujourd'hui faire cause commune? Une thématique qui m'est extrêmement chère, puisque je suis votre modératrice aujourd'hui, je suis journaliste, mais je suis aussi au départ vétérinaire. Donc forcément, le monde animal, ça me parle énormément. Et moi, je suis convaincue que l'animal au quotidien, quel qu'il soit, l'animal domestique, l'animal de compagnie, l'animal sauvage, aide l'homme à vivre. Et je suis sûre que ça sera la conclusion aussi de notre débat aujourd'hui. Alors la question animale, elle s'est invitée dans le débat public depuis plusieurs années maintenant, et elle ne crée pas forcément le consensus. On a tendance à opposer les spécistes et les antispécistes, les végétariens et les viandards, les animaux et les humains. Alors sommes-nous encore à un stade où il est nécessaire ou rassurant, ou alors archaïque, d'opposer l'homme et l'animal? Ne serait-il pas temps de voir ce qui nous rassemble entre espèces plutôt que ce qui nous divise ? Ce que nous avons en commun et ce qui nous permettra peut-être plus tard d'envisager un futur plus serein en faisant cause commune avec les animaux. Est-ce qu'une meilleure harmonie avec la nature et avec les animaux ne mènerait pas l'homme vers plus d'équilibre et de sagesse ? Alors pour traiter cette large thématique, je vous propose tout d'abord que l'on cherche à expliquer avec les intervenants pourquoi aujourd'hui dans notre société actuelle, dans notre approche occidentale du XXIe siècle, nous sommes encore si éloignés des animaux. Nous verrons ensuite à quel point il est important de faire cause commune avec les animaux, car non seulement nous partageons la même planète, nous avons donc des intérêts communs, mais aussi nous partageons une structure, des émotions, une intelligence mentale, des capacités cognitives communes. Mais ce n'est pas tout. Les animaux peuvent aussi être nos partenaires, nos sources d'inspiration et nous aider à mieux vivre tout simplement. Nous terminerons ensuite sur les devoirs que nous avons, nous humains, envers les animaux, ainsi que sur la question, bien sûr, de la reconnaissance de droits pour les animaux. Je demande à mes 5 intervenants de me rejoindre, à savoir Gilles Boeuf, Marine Calmet, Jessica Serra, Louis Schweitzer et Dominique Grandjean. Merci à tous les 5. Alors, nous allons faire un petit tour de table déjà pour que je vous présente toutes et tous. Alors, Gilles Boeuf, à ma gauche, vous êtes biologiste, océanographe, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité. Vous avez présidé durant 7 ans le Musée national d'histoire naturelle de Paris. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Université, professeur consultant à AgroParisTech. Et vous êtes actuellement président du CEBIOS, le Centre européen d'excellence pour l'étude du biomimétisme et de la bioinspiration, ainsi que président de l'association Éthique Océan, qui est dédiée à une consommation durable des produits de la mer. Je pourrais encore dire beaucoup de choses sur vous, mais il a fallu résumer. Marine Calmet, vous êtes juriste en droit de l'environnement, vous militez pour la défense des droits de la nature. Vous avez un pied en métropole, l'autre en Guyane, pour trouver de nouvelles réponses à la crise écologique, inspirées de l'intelligence des écosystèmes et des savoirs des peuples autochtones. Et vous êtes également présidente de Wild Legal, une association qui s'est donnée pour mission d'être une école et un incubateur pour les prochains procès en défense des droits de la nature. Dominique Grandjean, vous êtes docteur vétérinaire, un confrère, docteur en nutrition et en biochimie. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications scientifiques, d'ouvrages, vous êtes conférencier, avec un dada qu'on partage, le chien. Le chien, son élevage, la médecine sportive, canine, ainsi que la gestion des risques biologiques. Vous êtes chef vétérinaire sur de nombreuses courses de chiens de traîneau. Et vous êtes également le directeur du programme Nosaïs à Maison Alfort, qui vise à développer les recherches sur le chien de détection médicale. Et depuis mars 2020, vous travaillez sur le chien de détection olfactive de la Covid-19. Louis Schweitzer. Louis Schweitzer, vous êtes un haut fonctionnaire et homme d'affaires. Vous avez travaillé au sein du gouvernement dans les années 80 avant d'intégrer Renault, puis d'en devenir son président-directeur général de 1992 à 2005. Vous êtes vice-président du conseil d'administration de Veolia, mais également président de la fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui rassemble scientifiques, juristes et philosophes autour de la question du bien-être animal. Et vous avez coécrit avec Aurélien Barraud un livre « L'homme est-il un animal comme les autres ? Les droits des animaux en question ».
Et enfin, Jessica Serra, vous êtes docteure en éthologie, experte de la cognition animale. Vous êtes également directrice de collection pour la maison d'édition Humaine Science. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Dans la tête d'un chat ou encore La bête en nous, livres qui nous permettent de nous projeter dans l'univers sensoriel et cognitif des non-humains, sans tomber dans l'anthropomorphisme. Et vous êtes engagée bénévolement au sein de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Alors, des intervenants qui vont nous apporter leur vision sur cette relation entre l'homme et l'animal et en quoi nous sommes dans une démarche aujourd'hui de faire cause commune. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on parle d'un constat. Le premier constat, c'est pourquoi l'homme est-il encore finalement aujourd'hui si éloigné de l'animal dans notre société actuelle ? Et c'est à vous, Jessica, que s'adresse ma première question. Si on pose aujourd'hui la question de faire cause commune avec l'animal, c'est que dans sa trajectoire, l'espèce humaine, elle s'est énormément éloignée des autres espèces du règne animal. À quand cela remonte-t-il, finalement, cette barrière que l'homme a dressée entre lui et les autres animaux ? Alors merci Hélène pour cette question qui pose effectivement le constat suivant. Aujourd'hui, nous pensons l'humanité finalement par opposition à l'animalité. Et c'est comme ça que l'homme occidental définit son humanité. Et c'est une vision qui est quand même purement occidentale, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'en fonction des sociétés, des cultures, on n'a pas tous cette vision-là de cette rupture homme-animal. Mais c'est une vision qui prend racine il y a des millénaires. Donc je vais essayer de faire très vite pour raconter un peu au cours de l'histoire comment se sont déroulées les choses. Mais si on remonte au temps de la préhistoire notamment, on a un vestige poignant de cette époque-là que sont les grottes ornées. Et ce qu'on observe dans ces grottes, sur ces parois des grottes, c'est une véritable surreprésentation de l'animal. C'est-à-dire que les hommes de la préhistoire, qui auraient pu représenter tout un tas de choses, dont des scènes du quotidien, ont choisi de ne représenter que l'animal et des mains en négatif. Et donc l'hypothèse derrière cela, c'est qu'il y aurait une hypothèse chamanique, c'est-à-dire des individus auraient été choisis comme chamans pour communiquer avec un monde de l'au-delà, mais surtout que l'homme de la préhistoire accordait une place omniprésente à l'animal, avait bien compris certainement mieux que l'homme occidental le lien d'interdépendance qui nous unit aux animaux. Puis il faut se rappeler que l'animal était finalement omniprésent dans le quotidien de l'homme de la préhistoire. Il lui servait à se nourrir, à se vêtir. Les os aussi lui servaient à fabriquer des armes. Et donc on se rend compte à quel point l'homme de la préhistoire accordait une place prépondérante aux animaux. Donc la rupture, pour l'instant, n'existait pas encore. Et finalement, si on se projette en Égypte antique, là encore, on n'a toujours pas de rupture entre l'homme et l'animal, puisque certains animaux sont carrément sacralisés. Les divinités sont représentées sous forme animale ou sous forme hybride. Et les Égyptiens vénèrent, à proprement parler, donc des dieux qui ont des caractéristiques purement zoomorphes. Et ils vont offrir une vie après la mort aux animaux à travers la momification. Aujourd'hui, on estime à 70 millions le nombre de momies animales, et ça ne concerne pas que les chiens et les chats, puisqu'on a retrouvé des momies d'ibis, de mangoustes, etc. Et pour les Égyptiens de l'époque étaient très majoritairement végétariens, il faut le rappeler, eh bien une même substance divine animait les êtres humains et les animaux. Et donc, le statut de l'animal était un peu particulier, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y avait aussi des animaux sacrifiés pour être embaumés. Mais ce qu'on suppose aujourd'hui, c'est que les Égyptiens vénéraient la substance divine qui animait autant les êtres humains que les animaux. Maintenant, si on se projette en Grèce antique, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on va observer un bouleversement majeur dans le mode de pensée. Et ce qu'on observe, c'est que les dieux des Grecs, finalement, n'ont plus aucune caractéristique animale et sont les 12 dieux de l'Olympe, qui ont donc uniquement des caractéristiques humaines. Et ce changement, finalement, dans les divinités, on comprend que, finalement, pour s'élever vers le divin, pour s'élever vers le céleste, eh bien, il faut se différencier de la bête, il faut se différencier de l'animal. Et forcément, la manière dont nous avons de considérer les animaux dans nos croyances a un impact sur la manière dont nous avons de considérer les animaux dans le réel. Et c'est un bouleversement majeur dans le mode de pensée qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui dans le monde occidental. Et puis évidemment, on peut parler des religions aussi monothéistes, des grandes religions monothéistes, qui vont carrément expulser l'homme du royaume des bêtes, puisque finalement, l'homme a une âme divine que les animaux n'ont pas.
Et ça nous offre aussi une vision assez utilitariste de la nature et des animaux, puisque la nature et les animaux sont là pour nous servir. Et donc cette vision-là, occidentale, elle a perduré jusqu'à nos jours. Et on se rend compte à quel point on est conditionné, finalement, dès notre plus jeune âge, à travers nos croyances, à travers notre culture, à penser l'humain différent de l'animal. Gilles, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2022, qu'est-ce qui fait que l'humain a encore du mal à faire cause commune justement avec l'animal? Qu'est-ce qui, dans les caractéristiques humaines, fait qu'on a encore toujours tendance à vouloir mettre cette barrière entre l'homme et l'animal? Parce qu'il est oublié qu'il est vivant et qu'il est aussi un animal. Je prends un exemple. Tous dans la salle ici, vous avez une glande thyroïde qui produit 4 hormones, dont 2 libérées dans le sang. C'est exactement comme chez la truite, voilà, tout simplement. Hein? Donc on appartient bien sûr à ce monde animal, on parle des vertébrés. On l'a complètement oublié. Et moi, ce que j'aime pas non plus, on discute souvent au sein de notre association, c'est la séparation entre animal sauvage et animal domestique aussi. Hein. C'est vrai qu'on les met dans une situation un petit peu à part. Ben, simplement, je crois que c'est lié à notre mode de vie. Alors, on dit que c'est que des citadins, c'est pas vrai. Moi, j'enseigne dans les écoles d'agronomie. Je peux vous assurer qu'un jeune paysan à 20 ans, il ne connaît plus le nom des oiseaux ou des papillons de ses champs. Donc, ce n'est pas uniquement une histoire de citadins. Et je vais revenir à mes amis vétérinaires, par exemple. J'ai une amie, je forme aussi des gens à l'école vétérinaire. L'autre jour, elle était effondrée, elle a 35 ans. J'ai fait ça parce que j'aime les animaux. Et aujourd'hui, elle me dit, j'abats 2000 poulets par jour. Je rentre à la maison en sentant le sang et la plume. Voilà. Donc ces relations à l'animal, puis il y avait encore un débat sur le foie gras ces temps-ci, puisque justement, on est dans la période où il est vraiment utilisé. On a oublié ce qu'on est. Et l'humain est profondément animal. Alors en plus, il faut bien voir qu'avec ces mouvements environnementalistes, on ne sépare pas les animaux de la même façon. Hein. La conscience, disait Jean-Pierre Changeux, c'est à partir des rongeurs. Une huître, par exemple, si elle hurlait au fond de la gorge quand vous la mangez, vous arrêteriez d'en manger. Donc c'est bien effectivement une relation psychologique avec l'animal. Il commence pour nous au muséum avec les éponges, et puis après ça va se complexifier au cours du temps. Donc là, c'est difficile à mettre effectivement la barrière, mais si on admet effectivement que nous sommes vivants et qu'on a une profonde nature animale, ça changerait beaucoup les choses. Il faut sortir du seul aspect qu'aujourd'hui, on les consomme, hein, on les mange, et puis on les élève bien ou mal, et puis on les tue par millions tout le temps. Tu as dit pour nous servir. Bon, je pense, on discute souvent avec les chasseurs, évidemment, et ils nous disent, voilà, effectivement, il est là parce que moi, c'est ma passion, c'est ma foi. C'est souvent une sorte de technologie. Je dis souvent aux chasseurs aussi, si je vous donne un biface préhistorique, on parlait de la préhistoire, hein, il y a 50 000 ans, va me tuer un sanglier avec. Le sanglier a ses chances à ce moment-là. Donc c'est beaucoup lié effectivement à l'évolution des techniques de l'humain qui ont pris cette... En fait, on oublie que l'arme de jet, elle est inventée vers 12 000 ans, le propulseur, hein, on va revenir à nos préhistoriques. La lance et l'arc et la flèche vont tout changer. Je tue à distance. Et je terminerai sur une histoire terrible d'une cigogne. Si vous allez au musée de Strasbourg, elle est au musée, naturalisée, il y a une flèche qui la traverse. Il y a quelque temps, on sait faire ça au musée de l'Homme à Paris, et mes collègues ethnologues m'ont dit, voilà, cette flèche, elle vient d'une tribu du lac Tchad. Donc cette cigogne a été capable, transpercée par une flèche, de voler du lac Tchad à Strasbourg. Alors, brusquement, elle a une douleur intense, hein, elle s'écroule, elle ne sait pas d'où ça vient en fait. Hein. Et c'est vraiment cette relation-là, aujourd'hui, qu'on défigure complètement, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre. Alors, on met un petit peu à part l'animal domestique, on va parler des chiens tout à l'heure. Hein. Le chien, en fait, c'est une vieille histoire, c'est un loup, ça c'est clair, probablement très ancien. On dit 35 000 ans, nous, avec Jean-Denis Vigne au muséum. Et le chien est vraiment tellement lié à l'humain que quand on fait de la psychologie animale, le chimpanzé est au-dessus, n'empêche que le chien sait faire des choses que le chimpanzé ne sait pas faire, parce que justement, il est profondément attaché à l'humain. Même lui, le sale maître qui lui fait du mal, il reste quand même attaché. Voilà, donc je pense qu'il faut c'est là-dedans qu'il faut que ça change. Et puis qu'on se dise, on vient de ce monde-là, nous en évolution, on le connaît depuis très longtemps. Les primates, c'est 47 millions d'années, hein, les premiers gisements en Allemagne, et puis les préhumains, 7 millions d'années, c'est Toumaï, et puis le sapiens, grâce aux travaux de Hublin sur le Djebel Irhoud en Algérie, c'est un peu moins de 400 000 ans. Voilà. Hein, comment, dans cette histoire-là, effectivement, on réinscrit l'humain dans sa relation à l'animal. Mais c'est sûr que cette domination apparente, l'arme de jet a fait beaucoup de mal, parce que quand je tue à distance, c'est tellement facile. Et je ne parle pas des armes à feu à partir du XIIIe siècle.
Merci Gilles. Marine, je me tourne vers vous. En quoi la considération de l'animal aujourd'hui est finalement une évolution positive de l'humanité? Alors en fait, il faut observer aujourd'hui qu'il y a, on le voit par exemple avec les débats qu'il y a à l'Assemblée nationale récemment autour de la corrida, une vraie remise en question de la violence vis-à-vis des animaux. Alors ça, c'est pas du tout anodin dans l'histoire du droit, parce que ça questionne finalement notre relation profonde à l'animal et donc aussi notre sensibilité, notre capacité d'empathie. Et ça nous pose finalement devant cette réflexion éthique aussi de savoir si l'être humain est un animal comme les autres, doit-il aussi conférer des droits aux autres non-humains? Et c'est exactement sur ces thématiques-là que je travaille. C'est un mouvement qui date, le fait de reconnaître des droits à la nature. Et notamment, moi, je travaille sur un penseur dans les années 70, Christopher Stone, qui, pour la première fois aux États-Unis, a théorisé le fait de donner des droits à la nature. Et donc, Christopher Stone, de manière très intelligente, nous amène, dans un article qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?», à réfléchir à cette question-là en nous rappelant que pendant de très nombreux siècles, au sein de l'espèce humaine même, il y avait de grandes différences, que de nombreuses violences étaient tolérées vis-à-vis d'autres êtres humains. L'esclavage était une violence dans laquelle certains êtres humains ne bénéficiaient pas d'un statut, le même statut que les hommes blancs. Pour d'autres personnes, comme par exemple, puisque vous parliez de la Guyane, les peuples colonisés, les peuples d'Amérique du Sud, découverts par Christophe Colomb, étaient considérés comme des animaux, comme des bêtes. On considérait qu'ils n'avaient pas d'âme et qu'ils n'étaient donc pas, vis-à-vis de Dieu, des êtres humains. Ce statut, il a évolué. Puis plus tardivement, et depuis le Moyen-Âge, la question des violences faites aux femmes, qui est un sujet d'actualité criante, eh bien, a été remis en question. Au Moyen-Âge, on considérait comme normal le fait de battre sa femme, voire même encouragé socialement. Aujourd'hui, c'est intolérable, c'est impardonnable et c'est pénalement répréhensible, évidemment. Et donc, cette question aujourd'hui de la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux, à mes yeux, elle apparaît comme la suite logique du mouvement des Lumières, une émancipation, en fait, pour ces animaux qui doit nous amener à questionner notre relation à eux, notre sentiment de domination et du coup aussi ces violences qui transcendent en fait notre système, qui sont systémiques dans notre société, tolérées, non seulement tolérées, mais parfois même érigées au rang d'art, comme on le voit avec les discussions récentes. Et donc ça pose vraiment la question de quels droits fondamentaux pour les animaux demain, afin justement de réintégrer l'homme dans les espèces, dans le vivant. Merci Marine. Louis, je me tourne vers vous. On parle donc du droit des animaux, de l'évolution de la société en ce sens. 2015, on reconnaît enfin la sensibilité des animaux dans le Code civil. Qu'est-ce que ça a pu changer ou qu'est-ce que ça va nous permettre d'amener à la condition animale, ce changement dans le Code civil? Bon, la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans le Code civil est d'abord une victoire symbolique. C'est une victoire qui résulte d'une bonne vingtaine d'années de combats continus, d'études de juristes, d'actions qui avaient échoué, qui échouaient d'année en année. Et puis un jour, la barrière est tombée. Et il y a encore beaucoup de domaines sur les droits des animaux où la barrière n'est pas encore tombée et où, pour le moment, les combats ne réussissent pas. Je vais en prendre un exemple et puis je reviendrai à votre question. L'exemple, c'est que notre droit, depuis 170 ans, interdit la cruauté vis-à-vis des animaux qui sont sous la garde de l'homme, avec deux exceptions, la corrida qui a été mentionnée et les combats de coqs. Mais nous avons toujours un droit imprescriptible à exercer la cruauté vis-à-vis des animaux sauvages. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'amuserait à casser les quatre pattes d'un lapin de Garenne, qui est la même chose qu'un lapin de clapier, le ferait sous l'œil impuissant d'un gendarme. Et c'est un combat que nous menons à la LFDA depuis beaucoup d'années et on se heurte à des échecs au nom de la tradition, de beaucoup de raisons. Mais alors, je reviens à votre point.
Reconnaître la sensibilité de l'animal dans le Code civil, je l'ai dit, c'est une victoire symbolique. C'est un point d'étape. Ça n'a pas de conséquences immédiates ou pratiques. C'est-à-dire qu'on peut continuer à utiliser les animaux, à les abattre, à les traiter comme on les traitait avant. Simplement, il y a une vraie évolution, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent plus qu'on traite les animaux comme on les traitait auparavant. Et ça, c'est un vrai changement. Nos politiques ne l'ont pas encore entièrement perçu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un discours, les ruraux sont pour la chasse, ils sont pour qu'on leur fiche la paix. Ce n'est pas vrai. L'idée, c'est que les gens ne s'intéressent pas vraiment aux animaux. Ils disent qu'ils sont pour, mais au fond, ils s'en fichent. Et c'est une croyance de beaucoup d'hommes politiques. Du fait de la Fondation Droit Animal, je fréquente beaucoup d'hommes politiques pour porter la bonne parole, leur dire qu'on peut être raisonnable et qu'on peut défendre les animaux. Ça étonne un certain nombre d'entre eux. Donc, je crois, cela dit, que l'histoire est avec nous. On a dit, il fut un temps dans la lointaine préhistoire où il y avait plus de proximité entre les hommes et les animaux. C'est vrai que la ville nous éloigne des animaux. Mais je crois qu'en parallèle, intellectuellement, depuis Darwin, mais de plus en plus, on ressent la proximité qu'on a avec les animaux. Et donc je pense que la cause des animaux, aujourd'hui, est irrésistible. Alors je voudrais qu'on gagne sur tous les fronts très vite, mais je sais que si moi je ne le verrai pas, on le verra d'ici la fin du siècle. On a tous l'espoir, en tout cas. Alors, un petit pas de côté avec vous, Dominique, pour ce premier tour de table. Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est aussi, on essaie donc de distinguer l'humanité, l'animalité, on essaie de voir ce qu'on a en commun, mais il y a certaines déviances aujourd'hui de la part de certains humains qui a un trop grand anthropomorphisme chez certains animaux, qui dessert aussi, finalement, parfois l'animal en tant que tel. Parce qu'il y a les actes de cruauté, l'exploitation des animaux, mais quand on parle des animaux de compagnie, par exemple, qu'on a tendance peut-être un petit peu trop à anthropomorphiser, ce n'est pas non plus aller dans le sens des choses. Non, c'est clair que l'anthropomorphisme, c'est pas aller dans le sens des choses, mais la question qui se pose, c'est d'où il vient. Je crois qu'il y a enfin, encore, je ne suis pas un spécialiste de la chose, moi je suis un modeste enseignant-chercheur de l'école vétérinaire d'Alfort, c'est pour ça que j'aurais du mal à vous voyez, vu que on se connaît. Moi, ce que je pense, c'est qu'au fil du temps, en fait, on a oublié d'enseigner les sciences de la vie à nos jeunes. Qu'aujourd'hui, encore très récemment, on nous dit qu'on va remettre des maths parce que les maths, c'est ce qui fait que la France est un grand pays, etc., etc. Je suis persuadé, moi, que si on enseignait un petit peu plus les sciences de la vie, eh ben, on aurait sans aucun doute une meilleure compréhension de ce qui touche à l'écologie, au sens large, et sans aucun doute une meilleure compréhension de ce qu'est l'animal. Et donc, voilà, alors il y a peut-être tout un tas d'explications autres sur le fait que l'homme se soit éloigné de l'animal. Moi, je pense que à partir du moment où l'homme vit de plus en plus en ville, bah, il s'éloigne forcément de plus en plus de l'animal, sauf des pigeons. Je veux dire, on a un centre de sauvegarde faune sauvage à l'école vétérinaire d'Alfort, il rentre 4 ou 5 000 pigeons par an, alors que le pigeon n'est pas vraiment un animal qui fait du bien aux villes, quoi. Donc on préférerait que les gens ramènent des animaux qui, eux, méritent peut-être un peu plus que le pigeon de peupler l'habitat urbain. Ça étant, c'est bien de leur part. Mais là encore, ça prouve que... Bon. Alors après, on en vient à l'anthropomorphisme. À quoi c'est dû? Moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas éthologue, je constate simplement que ça fait des dégâts et que la manière dont les gens se comportent vis-à-vis d'animaux de compagnie, par exemple, ou vis-à-vis de ce qu'ils peuvent voir comme animaux sauvages dès lors que c'est des petits, des jeunes, etc., ça devient des bébés. Bon, je pense qu'un bébé humain, c'est une chose, un bébé animal, c'est autre chose. Et à partir du moment où on est dans cet anthropomorphisme, eh ben, on adapte à l'animal tout ce qui concerne sensu stricto l'homme. Donc on en vient à nourrir les animaux de manière, par exemple, pour prendre cet exemple-là, hein, parfaitement stupide. Enfin, je veux dire, les modes humaines qui nous viennent des starlettes
californienne via les réseaux sociaux de type sans gluten, sans céréales, sans lactose, sans machin, etc. Enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est des magnifiques conneries qui envahissent l'espèce humaine dans nos pays à nous. Puis après, ça va concerner l'animal. Et comme les firmes derrière, certaines, pas toutes, trouvent que c'est une bonne cible marketing parce que ça plaît aux gens, eh ben, on voit fleurir des aliments pour carnivores domestiques, voilà, dans lesquels il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de céréales. On remplace les céréales, enfin l'amidon de céréales, on va le remplacer par de l'amidon de pommes de terre, hein, mais c'est pas la même chose. C'est pas de l'amidon, c'est de l'amidon, mais c'est pas de l'amidon. Bref. Et puis voilà quoi. Donc je prends un exemple parmi d'autres, mais moi quand je vois dans la rue une dame qui promène son Yorkshire, qui dès qu'elle croise quelqu'un qui a un autre chien va le prendre dans ses bras en disant mon bébé je te protège, etc. On est effectivement, on excuse, il y en a peut-être dans la salle, hein, mais c'est ridicule et ça démontre simplement que vous ne connaissez rien à l'animal. Voilà. Donc ça, la conclusion de tout ça, c'est l'anthropomorphisme vis-à-vis de l'animal. C'est de la connerie, il faut le dire et le répéter. Et deuxièmement, il faut, quand je dis vous, c'est parce que vous représentez en fait le public, mais il faut vous éduquer à ce qu'est l'animal. Et je pense qu'à partir du moment où on vous éduquera le plus jeune possible, eh ben, les choses évolueront très positivement. Voilà. Alors une première façon d'éduquer, un premier chemin qu'on peut prendre pour éduquer justement les gens sur la place de l'animal, c'est aussi de rappeler, Gilles, à quel point homme et animal font partie de la biodiversité. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait, qu'on habite sur une même planète et qu'on partage les mêmes sols, le même air, la même eau. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et surtout, on est construit de la même matière. Hein. Un bébé humain que vous prenez dans vos bras, c'est 3/4 de flotte, d'eau liquide. Le vivant, c'est de l'eau liquide, une cellule avec de l'eau dedans et dehors, avec une circulation et des échanges, de la cellule à l'extérieur, du sel, très important. Un corps humain, c'est un océan divisé par 3. Hein, vous regardez votre prise de sang, la prochaine fois que vous la ferez, avec tendresse, 142 millimoles de sodium, c'est quoi ce truc? 105 millimoles de chlorure, 3 millimoles de potassium, c'est un tiers d'océan. On est fait de la même matière. Et ça, on l'a complètement oublié. Et si on ne partage pas ça de façon commune, ça ne marchera jamais. Admettons-le, ce qu'on mange avec Dominique, on discute souvent ces questions-là, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc c'est vrai que le fait qu'on admette cette animalité quelque part... Alors bien sûr, l'homme n'est pas que ça. Moi j'ai eu la chance, on parle de la préhistoire, d'aller 2 fois à l'original de Chauvet. J'en pleure à chaque fois. Chauvet, c'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Hein. Quand ils écrasent leurs torches de charbon de bois, de pin, de conifères, on sait ce que c'est. Hein. C'est facile à dater. Hein. 36 000, 37 000, 38 000. Des lionnes, hein, des panthères, des hyènes, en France, en Ardèche. Donc vous voyez que ce qu'on disait tout à l'heure est tellement vrai. Alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que ces gens-là ne dessinent pas l'animal qu'ils consomment. À l'époque, on voit dans les cimetières autour, ils mangent du renne essentiellement. Le renne est très rare. Il y a un pauvre malheureux à Lascaux, comme il y a un pauvre malheureux bonhomme dans le puits de Lascaux. Il dessine autre chose. Alors, et je dis souvent, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire des dessins à 600 mètres de l'entrée d'une grotte que vous pourrez montrer à personne, de toute façon, et puis qui sont incroyablement criants de vérité dans je dirais, l'aspect vivant. On va utiliser le bombement de la paroi de la grotte pour faire une femelle de jument enceinte, par exemple. Hein. C'est magique. Et puis, après, ce que j'aime chez l'humain par rapport à l'animal, c'est que l'humain fait des tas de trucs qui ne servent à rien, et c'est génial. Tout ce qu'il a fait depuis ce matin qui ne sert à rien, mais qui vous a apporté du bonheur ou du plaisir. Et c'est ça qui nous a séparés du monde vivant dans lequel on est. On ne l'admet plus. Alors, moi, souvent, je suis un peu gêné par animal parce que je m'intéresse à tout le vivant. Hein. Moi, je pense que le coronavirus 19, 15 jeunes, on en a 20 000, il nous a quand même pas mal emmerdé hein, depuis qu'il est là, le coronavirus 19. Hein. C'est tout. Et il n'a pas de patte, pas de tête, pas de dessin intelligent, n'empêche qu'il a fait des choses extraordinaires. Tout le vivant et l'animal, là-dedans... Parce qu'en fait, il faut revenir aux gens, les éthologues, tu t'en parlerais mieux que moi, Jessica, quand ils ont regardé effectivement la conscience de ce qu'ils sont, les animaux qui se représentent ce qu'ils sont face à un miroir, par exemple, hein, c'est émerveillant. Et je vais terminer sur une histoire terrible. Tu te rappelles, Dominique, dans les années 70, il y a des éthologues américains qui disaient « Si j'élève un bébé chimpanzé comme un humain, je vais le rendre humain. » Monstruosité. On a humanisé un chimpanzé, rejeté par les humains, quand il a commencé à prendre du poids. Il y a une femme assez cinglée pour élever au sein son fils et le petit chimpanzé. C'est Nîmes, hein. C'était au début des années 2000. Et c'était monstrueux parce qu'un jour, ils s'en sont débarrassés. Il a mal fini. Et quand Nîmes retrouve sa maman
pas la sienne, pas sa maman chimpanzé, mais l'humaine qu'il a élevée, il ne la tue pas, il la défigure. Il lui arrache les oreilles, il arrache la... C'est ça, en fait. Donc, ne jouons pas avec ces histoires-là, en fait. Hein. Ça veut dire que, c'est pas qu'il y a des barrières étanches, c'est qu'aujourd'hui, plus on avance dans l'éthologie animale, et plus on est émerveillé. Et c'est souvent ce que je préconise aujourd'hui. Arrêtons le catastrophisme, les histoires de collapsologie. Donnons à nos jeunes de quoi s'émerveiller. Récemment, je voyais un travail sur les fourmis qui comptent leurs pas. On leur a mis des piliers de géchasse. Et donc, elles marchent plus vite. Elles ont compté aussi qu'avec les géchasses, elles font moins de pas pour aller quelque part. Ben voilà. Chaque fois qu'on s'y penche, c'est magique. Et je suis entièrement d'accord, je rejoins Dominique, sur les histoires d'enseignement. Pas que les sciences de la vie, les sciences de la Terre aussi. Il faut absolument qu'on enseigne les sciences de la vie et de la Terre. On a fait un papier dans Le Parisien la semaine dernière. J'étais furieux parce que l'article est bien sorti, avec Marc-André Sellos, mais sur la même page, controverse, il y avait un article qui défendait la corrida. Si ce n'est pas se foutre de nous, c'est quand même un petit peu fort. Alors, Gilles, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En fait, ma question, alors peut-être n'était pas bien formulée, donc je vais essayer de le refaire. Notre thématique aujourd'hui, c'est animal et homme, faire cause commune. Oui. Aujourd'hui, la cause, c'est, on sait qu'aujourd'hui, on a un problème de changement climatique, on a un problème d'extinction des espèces. Comment se rappeler que l'importance du règne animal, l'importance du maintien de la biodiversité pour la survie de l'espèce humaine? D'abord, la question, pour moi, elle est gênante parce qu'un des deux peut répondre. L'humain, l'animal, il ne peut pas répondre à une question comme ça. Hein. Est-ce qu'il a envie de faire cause commune avec nous, hein, le porc, c'est ce qui m'a beaucoup gêné pour la préparation de cette table ronde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Sur la biodiversité, il faut être très clair. On me dit souvent, tu comprends, la biodiversité, c'est une élucubration d'écolos farfelus. Oui, vous ne mangez que cela. Et vous ne coopérez qu'avec cela. Des pathologies chez l'humain aussi graves que l'obésité, la tension artérielle élevée, le diabète de type 2, sont liées à des intimes relations avec tout ce qui vit sur nous et dans nous, en fait. Hein. Je le hurle tous les matins. Chaque matin dans votre lit, parce que vous avez dormi, vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens. Alors, mais c'est dégoûtant, vos trucs, c'est génial. Hein. Ils mangent vos poils, vos cheveux, les cellules de la peau qui se desquament. Donc ça veut dire que cette biodiversité, on ne peut pas s'en passer. On est dedans jusqu'au cou, les beaux cheveux qu'on a là sont remplis de tas de trucs, en fait. Hein, et les trous de nez et les oreilles aussi. On serait vraiment moche si on n'avait pas ça. Admettons-le. Donc c'est une leçon d'humilité pour l'humain. Et je terminerai simplement en disant, par rapport à ce que disait tout à l'heure Louis, la reconnaissance de l'animal qui souffre, ce sont les vertébrés. Moi, je fais partie de ceux qui, en 88, et Louis, ont défendu les poissons. Les poissons sont sensibles. Jusqu'à présent, ils ont toujours été sensibles depuis qu'ils existent, les poissons. Mais pas reconnus comme tels. Et on a eu une première réussite sur le seul invertébré reconnu comme sensible. Le groupe sont les céphalopodes, hein, les calmars, les seiches et les pieuvres. Voilà. Et quand vous voyez ce que peut faire une pieuvre ou un calmar dans la décision ultra rapide à prendre pour sa survie, ou changer de couleur pour avoir accès aux filles qui sont à côté, c'est magique. Vous en pleurez de beauté, en fait. Émerveillé par ça. Mais descendons un petit peu. Moi, je regarde la poule, hein, mes copains vétos, là, c'est génial, une poule. Donc c'est là qu'on ne peut pas se passer de cela. Et plus on se rapproche dans... Alors, sans anthropomorphisme, entièrement d'accord, là-dessus, je reprends ton terme connerie, hein, tout ce qu'on a raconté. Maintenant, vous avez des silures importées par les humains qui bouffent des petits chiens. Hein. Alors, le petit chien rachète dans la nature, quand il fait 1 kilo, il ne va pas durer longtemps. Donc, revenons à tout cela, en fait. Donc, on ne peut pas se passer de biodiversité. Alors, moi, je mettrais là-dedans pas que les animaux, il y a toutes les plantes aussi, les micro-organismes et les champignons, hein, parce que, simplement, on ne peut pas survivre sans. Et le fait d'affaiblir les écosystèmes est très grave. C'est que dès qu'on affaiblit un écosystème, dans 2 sens, hein, le nombre d'espèces, et surtout aussi important, on oublie la variabilité génétique au sein des espèces. Sur un arbre ou sur un animal, eh bien, c'est la fabrique des pandémies. Il y a une grande affiche là dans le couloir, hein, et on laisse sortir des pathologies. Les sauts d'espèces. N'oublie pas les plantes. Plantes, animal, homme, aujourd'hui posent d'énormes problèmes. Je termine en disant que le coronavirus 19 est un virus de chauve-souris. Mais dans des chauves-souris qui vivent à 1500 km de Wuhan. On est allé les chercher, et puis il est sorti, et surtout on l'a disséminé à une vitesse incroyable. Alors c'est exactement la transition que je voulais, donc merci beaucoup Gilles. Pour vous c'est bien, en plus vous m'avez fait la transition. Effectivement Dominique, là on vient de parler du rapport justement entre l'animal et l'homme et la biodiversité et le maintien de la bonne santé de tout cela, du fameux One Health.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de l'importance du lien justement entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale? En tant que vétérinaire, justement, quel est ton point de vue? Là, on est typiquement au centre de ce qu'on appelle One Health, une santé et une médecine, voilà. Les virus ou les bactéries, mais les virus surtout sont dans la nature. Les animaux sont dans la nature. On va chercher les animaux dans la nature où on modifie leur écosystème pour qu'ils sortent de l'endroit où ils sont normalement tranquilles. Et ben, ils sont au contact de l'homme et puis ils basculent des virus sur l'homme. Et c'est ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui passent de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal, et puis qui évoluent jusqu'à possiblement devenir dangereuses, quoi. Je veux dire, le Ebola est en train de ressortir actuellement et on devrait en réentendre parler. Et puis vous verrez que dans 2 ans, la problématique qu'on aura en France, ce sera la dengue, parce que le réchauffement climatique continuera de permettre aux moustiques tigres, entre autres, de s'implanter en France. Et puis les voyages font que les virus viendront de nos territoires outre-marins. Et donc ce sera une dominante pathologique. C'est pour ça que nous, on est en train de démarrer le travail sur des chiens de détection de la dengue, parce qu'on sait que dans 2 ans, ça va nous tomber dessus. Donc ça fait partie de la normalité un petit peu tout ça, sauf qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi arrêter d'aller sortir les espèces sauvages de leur habitat de base, parce que c'est ça qui va conditionner l'émergence de nouvelles maladies. Mais on aura aussi le problème avec ce qui va sortir du permafrost ou des terres qui sont gelées, où il y a des cadavres d'animaux, des virus qui dorment, des mégavirus qui vont... Voilà, faut pas s'affoler, hein, je veux dire, c'est... Non, mais voilà, il y a de très jolis films qui ont été faits d'ailleurs sur ces thématiques-là, et je pense qu'ils sont pas loin de la vérité, hein, pour certains. Alors maintenant qu'on a vu justement à quel point les animaux et l'humain sont liés justement au sein de notre biodiversité pour maintenir un équilibre, ce que je voudrais aussi que l'on voit avec vous, Jessica, dans Animal et Homme faire cause commune, c'est se rappeler aussi à quel point nous, humains, on a une part d'animalité, qu'il y a un continuum justement dans l'évolution humaine par rapport aux capacités animales et qu'on a tendance à s'en détacher justement, à oublier que nous sommes des animaux avec des mêmes capacités ou des différentes, mais en tout cas aussi une intelligence émotionnelle. Alors oui, tout à fait. Et je dirais qu'on enfouit cette part d'animalité en nous, en oubliant tout simplement que nous sommes toujours des animaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien du mal à admettre, mais nous sommes toujours des singes, des primates. Et aujourd'hui, quand on traite quelqu'un de singe, c'est vécu comme une véritable insulte, mais c'est une réalité biologique. Et moi, en tant qu'éthologue, et je voulais apporter ça quand même, mon point de vue d'éthologue, c'est que tous nos comportements, sans exception, trouvent non seulement racines à la lumière trouvent leurs racines animales, mais peuvent s'expliquer du point de vue de notre animalité. Évidemment, Homo sapiens a poussé certaines compétences cognitives à l'extrême. Je pense notamment à nos capacités langagières, je pense à nos capacités de transmission intergénérationnelle au travers de la culture. Donc on a poussé tout ça à l'extrême, mais quand on redéfinit finalement, quand on va s'intéresser à tout ce que nous pensions être une spécificité humaine, à savoir le langage, la culture, la conscience, la manipulation d'outils, eh bien on va retrouver à des degrés divers, mais on va retrouver ça chez différentes espèces animales, parfois au stade embryonnaire, parfois à un stade beaucoup plus développé, mais on le retrouve. Et c'est tout l'objet de mon ouvrage, c'est finalement de décrypter nos propres comportements humains à la lumière de leur nature animale. Parce que oui, nous avons poussé certaines capacités à l'extrême, mais à chaque fois qu'on s'intéresse à un de nos comportements, eh bien, on comprend que nous sommes d'abord guidés par notre animalité. On peut aussi parler des émotions. Les émotions, nous les partageons avec les animaux et probablement ressentons-nous les émotions de la même manière parce qu'on sait aujourd'hui que les structures cérébrales impliquées dans les émotions sont très similaires, surtout chez les mammifères. C'est effectivement, tout à l'heure, on a parlé des poissons. Les poissons, c'est mal aimé parce qu'on est victime d'un biais, là encore, anthropomorphique.
plus l'animal est dissemblant, c'est-à-dire plus il est différent de nous morphologiquement et plus il vit dans un milieu qui est différent du nôtre, moins nous avons d'empathie envers cette espèce-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce qu'effectivement, nous sommes plus enclins à avoir de l'empathie pour des grands primates que pour un mollusque ou un poisson, même quand nous savons qu'il est capable, pour le poisson en tout cas, de sensibilité. Et je discute également de notre agressivité, tout comme de notre empathie. Là encore, est-ce qu'on peut expliquer le fait que nous soyons agressifs à la lumière de notre animalité? Je pense que oui. Et comment contrebalancer ça aussi grâce à cet altruisme hautement développé, qui est une autre particularité d'Homo sapiens, parce que je pense que cet altruisme-là a contribué à notre succès évolutif aussi. Il ne faudrait pas définir sapiens seulement par son arrogance ou par son agressivité, qui font partie de notre espèce, mais nous sommes aussi une espèce hautement altruiste, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on est tous réunis là aujourd'hui pour discuter d'enjeux de demain, d'enjeux pour les futures générations aussi, pas que pour nous. C'est notre altruisme, le fait de penser aux autres, le fait de penser non seulement aux autres êtres humains, mais aussi de penser aux autres créatures qui partagent notre planète. Marine, en quoi aujourd'hui la violence que l'on peut faire aux animaux fait-elle finalement un écho aussi à la violence que l'on peut se faire entre humains? Alors tout d'abord, il faut revenir un peu sur l'histoire du droit et pourquoi on a interdit la violence vis-à-vis des animaux, par empathie bizarrement, mais plutôt parce que les scientifiques avaient mis en évidence qu'en fait, des personnes capables de violence envers les animaux, c'était souvent un symptôme précurseur chez les personnes qui sont capables de violence chez les êtres humains. Et donc du coup, c'était pour prévenir en fait ces comportements antisociaux entre humains qu'on a interdit les comportements cruels vis-à-vis les actes de cruauté envers les animaux. Or, aujourd'hui, en fait, la cruauté envers les animaux, elle est inhérente à notre modèle de production alimentaire, notamment. Et elle est tolérée. Elle est passée sous silence, beaucoup. D'ailleurs, on le voit quand certaines associations s'engagent et révèlent ce qui se passe dans les élevages intensifs. Elles sont criminalisées, elles sont mises au banc. On essaye de les pointer du doigt puisqu'il y a une forte finalement confrontation entre soi-disant intérêt humain et intérêt animal. L'intérêt humain étant là la défense de l'agriculture intensive face aux intérêts des animaux à vivre dans des conditions compatibles avec leurs exigences biologiques. Et cette compatibilité avec les exigences biologiques, pourtant, elle est inscrite dans notre droit. Vous le savez, dans notre code rural, il est inscrit que chaque propriétaire d'un animal doit placer celui-ci dans des conditions compatibles avec ses exigences biologiques. Or, regardez ce qui se passe dans les élevages intensifs et vous verrez bien qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les besoins de ces animaux et puis ce qu'ils vivent au quotidien, à la réalité de la production animale. Et donc, du coup, on doit se questionner aujourd'hui. Moi, par exemple, je suis devenue mère il y a 2 ans, mais je suis obligée de ressentir une empathie puisque j'ai porté et j'ai allaité un petit. Donc je peux forcément m'identifier à cette vache à qui on retire son veau. Je peux forcément m'identifier à cette truie enferrée, enserrée dans cette cage qui ne peut pas se retourner, qui ne peut pas prendre soin de ses petits. C'est extrêmement important de développer cette empathie et de se dire... Et d'autant plus maintenant qu'on a vécu le Covid enfermé dans nos appartements minuscules pour certains, alors pour moi en particulier, qu'il y a une évidence de se dire si nous souffrons, ils souffrent aussi. Et donc c'est très important de provoquer juridiquement une prise de conscience aussi, parce que vous le savez, le droit, c'est aussi ce qui fonde notre société. C'est aussi ce qui marque des lignes rouges, c'est aussi ce qui interdit des comportements, justement, qui sont des violences systémiques. Et je le disais tout à l'heure, que ce soit contre les personnes racisées, que ce soit contre les femmes, aujourd'hui, la question, elle se pose de interdire, justement, des comportements vis-à-vis des animaux qui sont incompatibles aussi avec une évolution de l'éthique vis-à-vis du vivant. Et moi, je voulais apporter un message un petit peu positif en disant que partout dans le monde, il y a une prise de conscience, et notamment dans les tribunaux. En Équateur, par exemple, qui a été un des pays fondateurs du mouvement des droits de la nature, parce que, vous savez, en Équateur, depuis 2008, les droits de la Pachamama, de la terre-mère, sont inscrits dans l'article 71 de la Constitution. Eh bien, un juge, au début de l'année 2022, en janvier, s'est saisi de cet article 71 et d'une affaire où une femme avait
braconné un animal, l'avait ramené chez elle pour s'en servir. Alors c'était un petit chimpanzé. Elle s'en était servie d'animal domestique. Or, bon, la frontière entre animal domestique et animal sauvage, on l'a dit tout à l'heure, elle est assez fine, hein. En fait, c'est avec qui on aime bien faire des câlins, ou qu'est-ce qu'on aime bien avoir chez nous pour des raisons esthétiques. Eh bien, cette femme avait gardé cet animal chez elle et il avait été saisi par les services vétérinaires parce que les services vétérinaires avaient considéré que ce n'était pas compatible avec les besoins de l'animal, l'avaient placé dans un zoo. Cet animal est mort pour des raisons qui sont évidentes, parce qu'il avait été déplacé, manipulé, traumatisé par ces changements. Eh bien, le juge équatorien s'est saisi de l'article 71 pour dire non seulement les droits de cet animal ont été violés, parce que cet animal n'est pas une chose, c'est un être qui compose la terre-mère, et si la terre-mère a des droits, chaque entité naturelle composant la terre-mère est aussi sujet de droit à part entière. Et donc, le juge a sanctionné dans cette affaire la propriétaire de l'animal, mais aussi les services vétérinaires. Il a rappelé qu'un animal sauvage est un sujet de droit, titulaire du droit à la vie et à l'intégrité, que les droits donc, doivent être analysés à travers le prisme des besoins de cet animal, en fonction du coup de ce processus biologique qui caractérise sa vie, de ses fonctions vitales, etc. Et il a demandé à l'Équateur, à l'État, de légiférer et de prendre sous 2 ans une loi justement pour définir quels sont les droits fondamentaux des animaux et comment faut-il aller de l'avant pour protéger désormais l'ensemble des animaux et du vivant qui composent la terre-mère. Et donc il y a des États comme ça où le droit est vraiment à l'avant-garde pour faire évoluer aussi la place de l'animal dans la société et reconnaître que si nous, êtres humains, nous avons des animaux, nous ne pouvons pas, de manière autoritaire et myope, considérer que l'ensemble des autres espèces qui composent cette planète, eh bien, sont-elles incapables de disposer de droits fondamentaux et notamment du droit à l'intégrité. Et donc le droit doit pousser ces lignes et être vraiment un marqueur aussi pour dire, dans notre société, nous reconnaissons les droits fondamentaux de tous, humains et non humains. Louis, est-ce que au sein de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, vous allez dans le sens de l'exemple que vient de nous citer Marine? Quels sont vos objectifs au sein de la Fondation? La réponse en un mot est oui. Mais je vais la développer un tout petit peu. La Fondation Droit Animal a établi, avec le soutien de son comité d'honneur, une déclaration des droits de l'animal en 2018. Et je ne peux pas citer tout le comité d'honneur, mais par ordre alphabétique, le premier, c'est Robert Badinter, le second, c'est Gilles Boeuf. Donc, on est en pays de connaissance. Et les autres noms sont les meilleurs juristes français et des très grands scientifiques dirigeants de grands établissements de recherche. Donc, c'est important de dire cela parce qu'une déclaration des droits de l'animal, et je pense que toute la table ronde l'a noté, c'est au carrefour du progrès du droit et de la science. On ne peut pas séparer dans cette réflexion droit et science. Alors, il ne faut pas seulement du droit et de la science, il faut aussi une conviction. Il y avait un homme qui s'appelait Albert Schweitzer qui a construit une philosophie entièrement fondée sur un concept, le respect de la vie. C'est aussi un mot qu'on a employé beaucoup et que je crois que c'est très important. Et derrière, il y a la conception que le monde est un système. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'ai envie de détruire les insectes parce que les insectes mangent les récoltes. Mais une fois qu'on a détruit les insectes, on détruit les oiseaux. Une fois qu'on détruit les oiseaux, et une fois qu'on détruit les insectes, on détruit aussi les plantes et la pollinisation. Donc on voit que si on atteint un élément du système, on détruit tout le système. Et nous sommes partie de ce système. C'est-à-dire que si nous attaquons l'insecte, à terme, on s'attaque nous-mêmes. Ça, c'est une première idée. Alors après, il faut décrire les droits. Et il est clair qu'on ne peut pas écrire « tous les animaux ont les mêmes droits ». Et je crois qu'il faut quand même faire une division entre, d'une part, les animaux sauvages, disons les animaux qui sont en liberté, et les animaux que l'homme a développés autour de lui. On le dit, si on lâche un petit chien dans la nature, il mourra très vite. En revanche,
les animaux sauvages, je crois que nous avons à leur égard un devoir de non-ingérence. On parle souvent du droit d'ingérence vis-à-vis des humains d'autres planètes. Mais là, on a un devoir de non-ingérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc ne pas aller les tuer. Bon, c'est la première chose, un devoir de non-ingérence. Mais ça veut aussi leur donner l'espace dont ils ont besoin pour vivre et se développer normalement. Cet espace, ce n'est pas un zoo. C'est des terres larges où les espèces se multiplient, ont leur interaction. Bref, faire que la nature accueille les animaux et puisse continuer de les accueillir. Et aujourd'hui, c'est un énorme enjeu écologique. Donc les animaux sauvages, c'est ce devoir de non-ingérence, mais qui nous crée, nous, des obligations. De respecter l'espace des animaux, c'est une contrainte pour l'homme. Et puis il y a tous les animaux que nous avons, je dirais presque fabriqués autour de nous. Les animaux qui nous entourent, les chiens, les chats, les vaches, ce sont des animaux qui ont été créés par l'homme dans leur forme actuelle, très largement. Et ces animaux, on a effectivement, et c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, on a des obligations à leur égard. On a des obligations à leur égard comme on a des obligations à l'égard des enfants qu'on fait. Alors, certains peuvent être carnivores, d'autres peuvent être véganes, mais il y a des obligations communes. Et l'obligation commune majeure, c'est de respecter, de leur donner la capacité de vivre une vie normale, même s'ils sont destinés à mourir pour l'homme à la fin. Mais avant cela, d'avoir une vie normale. Et puis, tout ça, c'est des articles de cette déclaration très courte, elle fait 8 articles. Et puis le dernier article, je voudrais le mentionner, c'est d'éduquer les enfants et les adultes à ce que sont les animaux et à ce que doivent être les relations des hommes et des animaux. Et je dois dire, on fait toujours un instant de publicité, d'ici un an, dans cette même maison, nous aurons, avec le ministre de l'Éducation nationale, un colloque pour, justement, améliorer la formation des enfants au vivant, la formation à la fois scientifique, mais aussi éthique et morale. Donc, c'est notre ambition pour l'année qui vient. Dominique, je voudrais te faire réagir par rapport à cette thématique du droit des animaux, parce que je te voyais un petit peu opiner du chef pendant... Ouais, parce que aller vers ce qui vient d'être évoqué, je peux qu'applaudir des deux mains et des deux pieds, il n'y a pas de problème. Après, je ne voudrais pas qu'on aille trop dans certaines formes de démagogie qui en fait... enlève l'homme de ses responsabilités, quoi. C'est-à-dire qu'on a parlé d'élevage intensif tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas un seul veto au monde qui est favorable aux élevages intensifs. Simplement, le jour où vous accepterez de ne pas changer de portable tous les ans, ce qui vous coûte quelques centimes d'euros, quelques centaines d'euros, pour payer vos œufs, votre lait, votre viande et le reste à son juste prix, ben, il n'y aura plus d'élevage intensif. Le problème, c'est que les gens veulent se nourrir en payant pas la nourriture, ou en la payant le moins cher possible. Par contre, ils vont acheter tout et n'importe quoi. Ils vont prendre 800 000 options sur leur bagnole. Ils vont, à une époque, il y avait des magnétoscopes. Et moi, ça me faisait marrer parce que on avait des magnétoscopes qui étaient programmables 1 an ou 1 an et demi à l'avance. Mais vous n'aviez pas le programme 1 an à l'avance. N'empêche qu'il y en a qui achetaient ça parce que c'était mieux que celui qu'avait le voisin. Donc, une fois de plus, la connerie humaine, elle existe et elle continue d'exister et elle n'aide pas à faire disparaître les élevages intensifs. Bon, l'autre chose, c'est ce que vous avez évoqué. Moi, j'ai 30 ans de pompier de Paris derrière moi, avec quelques centaines de captures d'animaux dangereux tous les ans, c'est en plus du reste. Et ce que j'ai vu dans Paris sur ces 30 dernières années, en termes d'animaux, ben non, je peux pas être favorable au fait que un singe se retrouve dans un milieu familial, parce qu'à chaque fois, ça se finit par des accidents, parce que ça se finit par des gens à l'hôpital, et que si vous traînez vos guêtres dans Paris, je pense que
personne parmi vous n'imagine ce qu'on peut trouver dans les appartements parisiens ou en petite couronne. J'en ferai un livre un jour d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il se vendra bien, et voilà. Mais là aussi, on est dans la connerie humaine. Donc l'animalité, l'animal sauvage, on le respecte. On le respecte dans son milieu. Tous ces gens chez qui je suis allé faire ce genre d'intervention, je leur ai dit, mais attendez, mais prenez vos sous, allez les voir en Afrique, dans un endroit où ils sont en totale liberté, et vous prendrez plus votre pied qu'à d'avoir du venimeux chez vous. Puis quand vous en avez marre, vous le balancez par la fenêtre, ou vous le mettez sur un quai de métro, et puis après, halas, quoi. Voilà. Donc ça, il faut que vous en soyez conscient. Et ça, c'est l'homme qui est en faute. C'est pas le système, c'est pas l'histoire, etc. Oui. Non, comme il m'a approuvé, j'ai envie de commenter ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a de la connerie humaine. Et c'est vrai qu'il y a un système économique qui les encourage à acheter le magnétoscope le plus cher, le machin, le plus truc, etc. Moi, je fais le pari qu'il y a moins de gens cons que de gens intelligents. Et je fais le pari qu'en faisant appel à l'intelligence et au cœur des hommes, on peut faire progresser la condition animale. Alors, il y faut de la compétence en plus, la vôtre, mais je crois qu'on peut y arriver. Ouais, j'espère. Je le souhaite en tout cas. Le point que je voudrais aussi aborder avec vous avant de passer aux questions avec le public, c'est à quel point l'homme et l'animal peuvent être des partenaires pour un avenir meilleur. Et là aussi, je voudrais t'interroger, Dominique, c'est par rapport à ce que tu es en train de mener justement avec Nosaïs, et à quel point finalement, en utilisant, en se servant, donc je mets un petit peu des pincettes quand j'emploie ces mots-là, parce qu'on utilise des animaux au service de l'homme, on peut faire progresser la recherche médicale. Et je voudrais que tu nous parles de ton programme Nosaïs. Merci. Alors je vais essayer de faire bref et synthétique. Bon, d'abord, on va parler de chiens qui se servent de leur nez pour faire un certain nombre de choses. Première précision à toute personne qui penserait que c'est de l'exploitation du chien, etc., c'est totalement méconnaître le chien. Le chien est un animal qui, contrairement à nous, vit par son nez. Son nez, c'est son plaisir, c'est son bonheur. Et à partir du moment où il sert de son nez de façon positive avec son maître à côté qui est tout content de voir que son chien est content, et ben le chien il peut pas être plus heureux, quoi. Donc dites-vous bien qu'on parle de travail du chien, mais c'est pas un travail pour le chien, c'est un jeu, point barre. Et puis sortez-vous de la tête que pour former un chien qui cherche de la drogue, il faut le droguer, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Voilà. Bon, alors nous on a lancé il y a quelques années déjà un programme qui s'appelle Nosaïs, ça veut rien dire. Mais ça nous a plu comme nom. Et l'objectif, en fait, c'est de développer le chien de détection médicale. Et moi, j'ai un rêve, je suis trop vieux, je ne le verrai pas, je mourrai avant. Mais mon rêve, c'est de dire, il y a en France 7 500 000 chiens. Je suis persuadé que 1% des propriétaires de chiens seraient contents de voir leur chien se rendre utile à la société. 1% de 7 500 000, ça fait 75 000. Si ces 75 000 chiens apprenaient à sniffer une maladie chacun, eh ben demain, je pense qu'on pourrait avoir un dépistage ultra précoce, peu coûteux, non invasif et aussi efficace que ce qui existe avec plein de machines dans le domaine du dépistage des 12 principaux cancers et d'un certain nombre de maladies infectieuses ou dégénératives. Voilà. Donc ça, c'est le but princeps. Et je ne sais pas si je le verrai, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on se battra pour. On a travaillé et on continue de travailler sur les cancers du côlon. On le fait au Liban. Je vais vous expliquer pourquoi on le fait au Liban. Parce que pour former des chiens sur des cancers du côlon, il faut avoir accès aux tumeurs. Donc ce sont des chirurgiens et quand ils ont les tumeurs, ils tamponnent la tumeur et puis on met ça dans un sac plastique sous vide et puis on envoie ça aux chiens, on forme les chiens et puis ensuite on va les faire rechercher sur des compresses qu'on met entre les fesses des gens pendant 5 minutes. C'est un petit peu mieux qu'1,50 m de tuyau, là où, je vous le dis comme ça, hein, mais c'est un peu plus agréable, on va dire, ou un peu moins désagréable. Bon, à aujourd'hui, les résultats, voilà, les chiens sont à 100% par rapport à ce que donnent les résultats des coloscopies. Et pourquoi on a fait ça au Liban? Parce que si on voulait le faire en France, il nous faut à peu près 25 tonnes de papier et 3 ans pour avoir les autorisations, pour simplement avoir des compresses qui ont été prises sur des tumeurs, parce que dessus, il y a des cellules humaines, et qu'on pourrait peut-être récupérer l'ADN de ces cellules humaines pour des trafics quelconques, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la réglementation française, j'y peux rien. Au Liban, c'est un petit peu plus souple. Quand est arrivé Covid, on s'est posé la question.
Parce que jamais ça n'avait été fait. Chercher une maladie virale sur l'homme, même sur l'animal, ça n'avait jamais été fait. On s'est lancé là-dessus, on s'est rendu compte très vite que ça marchait, que les chiens étaient discriminants entre les personnes positives et les négatives sur la base de prélèvement de sueur avec une petite compresse sous les aisselles pendant 2 minutes. On a fait toutes les démonstrations possibles et imaginables. On a eu le soutien d'une seule structure, indépendamment de gens comme Royal Canin, mais d'une structure officielle qui est l'OMS, donc ce n'est pas forcément des zozos. L'État français s'est totalement désintéressé de nous, voire même a tout fait pour qu'on n'y arrive pas, enfin du moins pour qu'on n'entende pas parler de nous. Pourtant, des ministres ont vu les chiens fonctionner. C'est, je le répète, non invasif, ça coûte vraiment pas cher. Le résultat est aussi fiable qu'une PCR. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. On a fait des petits dans 60 pays, dont une vingtaine ont déployé des chiens, essentiellement d'ailleurs des pays musulmans, ce qui est assez rigolo. Mais en France, non, il ne s'est rien passé. Puis maintenant, ils ne veulent plus en entendre parler. Bon, c'est vrai que Covid a un petit peu disparu. Bon, je trouve ça gravissime, je vous le dis franchement, parce que si on considère qu'une pandémie comme celle-là nous met dans une situation de guerre, et ben en situation de guerre, on prend tous les moyens qu'on a à disposition pour essayer de combattre l'ennemi. Et l'ennemi, en l'occurrence, c'était le virus SARS-CoV-2 et la Covid. Et il y en a peut-être dans la salle, mais je pense que le lobbying fait par les responsables de laboratoires d'analyse, on ne laisse pas comme ça passer 1,2 milliard de chiffre d'affaires par mois, hein, je vous le dis. Il a quand même bien aidé à ce que finalement on ne puisse pas valoriser les chiens. Donc nous, on a décidé de prendre de l'avance maintenant. Et comme je le disais tout à l'heure, on commence à travailler sur la dengue, parce qu'on y aura droit, ça c'est clair. Sur la dengue, hein. Oui, la dengue, ouais, qui est une maladie virale qui nous vient qui nous est transmise par certains moustiques. On a démarré en collaboration avec l'Université de Washington State aux États-Unis un travail sur la maladie de Parkinson, parce que le chien est capable de détecter de manière ultra précoce la maladie de Parkinson et que ça ne permettra pas aux gens de guérir, mais ça permettra de repousser l'échéance des premiers symptômes de 5 à 10 ans. Et 5 à 10 ans de vie normale, c'est quelque chose d'important pour un Parkinsonien. Et puis on va attaquer d'autres cancers. On est sur les cancers à haut risque de la prostate. Oui, ça marche, là encore. Et je vais prendre mon exemple personnel, hein, mais je veux dire, quand on vieillit, il y a peut-être d'autres qui ont ce problème-là sur l'estrade, mais quand on vieillit, qu'on a une grosse prostate, le premier diagnostic, c'est avec le doigt, vous imaginez-vous. Après, on vous fait les prises de sang, après, vous faites une échographie, après, vous faites un IRM, puis après, on dit on va faire des biopsies. Donc, on vous fait une biopsie 18 trous avec une grosse aiguille en transrectale. Enfin, tout ça, ça coûte très cher. C'est par certains aspects soit très désagréable, soit même douloureux, pour arriver à un résultat qui n'est pas un résultat de certitude. Le chien, il va être capable, je vous le dis aujourd'hui, il va être capable de vous dire très en amont si vous allez avoir un cancer grave, c'est-à-dire un cancer à haut risque, les autres ne vous conduisant pas à en mourir. Donc pour moi, voilà, je vais arrêter là parce que je peux vous en parler pendant 15 heures, mais l'homme et l'animal, c'est aussi l'homme et le chien, et n'importe quel chien peut se rendre utile, et il peut le faire avec son compagnon au quotidien qui est l'homme. Alors de grâce, aidez-nous. Je ne suis pas en train de vous demander des sous, on se débrouillera pour les trouver, mais aidez-nous à convaincre, j'allais employer un mot grossier, mais ces politiques qui nous gouvernent et qui se font mener par le bout du nez par des lobbyistes et par des histoires de pognon. Moi, j'en ai marre. Je pense que le boulot qui a été fait à l'école vétérinaire d'Alfort, il est remarquable, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas parce que c'est mon équipe, c'est parce qu'il est remarquable. Alors merde que demain, ça débouche sur quelque chose. Voilà, merci. Merci Dominique. Donc là, c'était un bel exemple très concret justement de la façon dont l'homme et l'animal peuvent faire cause commune justement pour la bonne santé humaine. Comme il nous reste 20-25 minutes, on a à peu près 20-25 minutes d'échange avec vous, avec la salle, et je suis sûre que vous avez des questions à poser à nos intervenants. Je vois déjà plusieurs mains se lever, beaucoup de mains se lever. On va commencer ici, hop, tout de suite devant. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez une personne précise à qui vous souhaitez adresser la question.
Oui, bonjour. J'avais une question pour Gilles. Concernant ce que vous avez dit, qu'on peut donner une vie normale à un animal tout en le destinant à la mort, je ne comprends pas trop, parce que comment on peut considérer, imaginer une vie normale pour un animal qu'on destine à transformer en de la viande, quoi. Voilà. Merci. C'était pour Louis, je pense, plutôt, cette question. Oui, pardon, oui. Oui, j'avais le sentiment que cette question difficile, je n'y échapperai pas. Bon, d'abord, disons-le, il y a des gens qui sont véganes et qui sont sur ce point tout à fait cohérents avec leurs convictions et avec votre doctrine. Ils récusent toute utilisation de l'animal qui puisse nuire à cet animal ou lui causer souffrance ou mort. L'immense majorité de la population n'est pas végane ou végétarienne. Les véganes, c'est une population qui croit. Il y a 2 à 5% de personnes qui sont sur cela. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage, là, justement, savoir... Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait une assemblée totalement représentative de la population en général. Alors justement, et je dirais même que, pour reprendre les mots de tout à l'heure, il y a sûrement moins d'imbéciles dans cette salle que dans la moyenne de la population. Mais faites le sondage. Non, mais par curiosité, qui dans cette salle est végane ou végétarien ? C'est un peu le sentiment que j'avais. Et donc, je félicite tous ceux qui sont là. Mais ils sont dans la population générale minoritaire. Et donc, les 70% des mammifères qui vivent sur notre Terre sont des animaux destinés à l'utilisation humaine. Alors, il y a une première obligation, c'est d'éliminer les utilisations humaines qui n'ont aucune base légitime. Je pense par exemple à la fourrure. Et puis, les autres, eh bien, mon Dieu, un animal peut vivre une vie que j'appellerais normale, même si il est destiné à mourir pour nourrir une personne. Simplement, dans mon expérience, pour beaucoup des animaux d'élevage, le problème, c'est des conditions de vie épouvantables, beaucoup plus qu'une mort, qui, là je choquerai peut-être un certain nombre d'entre vous, mais qui, pour les animaux, est souvent beaucoup moins douloureuse et stressante que celle que nous aurons, nous, tous, à la fin de notre vie. La fin de vie d'un animal dans un abattoir n'est pas belle, mais la fin de vie de la plupart des humains, où qu'elle soit, n'est pas beaucoup plus belle. Alors, c'est ce progrès qu'il faut assurer. Le jour où tout le monde sera végane, la question ne se posera plus. D'ici là, il faut faire en sorte que les gens puissent éviter une souffrance inutile quand ils consomment de la viande. C'est une des actions qu'engage la LFDA, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage. C'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un qui achète de la viande, du lait ou un œuf, ce sont aussi des produits animaux, vous ne faites pas de lait sans poser les problèmes de veau qui ont été exposés tout à l'heure. Vous ne faites pas d'œufs sans avoir des poules pondeuses. Puisse savoir, en achetant son produit plus cher, oui, qu'il ne contribue pas à la maltraitance animale. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça. Et je pense qu'il est essentiel que les gens puissent, s'ils ne renoncent pas à utiliser des produits animaux, éviter de contribuer à la maltraitance animale. Et les éleveurs, c'est intéressant, partagent cette ambition. Mais il faut le savoir, les éleveurs, c'est pas comme ça qu'on devient milliardaire aujourd'hui en France. Je veux dire, les éleveurs, ce ne sont pas des gens riches, le plus souvent, en tout cas dans notre pays. Ce ne sont pas des gens favorisés, ce sont des gens qui ont une vraie relation aux animaux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, puisque ce qu'ils font, c'est d'avoir cet animal de naissance jusqu'à le conduire à la mort. Merci Louis. Gilles,
vous vouliez compléter tout de même aussi sur... il y a le bien-être animal au sein de l'élevage, mais il y a aussi le, entre guillemets, le bien mourir. Si il n'y a pas que l'élevage. Vous pouvez gâcher un excellent éleveur par un abattage mal fait. Et là, vous mangez que du stress. Je prends un exemple sur un animal qui est peu connu, la langouste. Je travaillais avec les pêcheurs bretons de la pointe de Camaret, et donc ils partent au mois d'août chercher des langoustes sur les côtes africaines, et ils les gardent en vivier. Et le marché, c'est la veille de Noël. Donc ils mettent ces langoustes dans des viviers. Et j'allais avec eux parce que toutes les langoustes mouraient au début du mois de novembre. C'est une catastrophe quand votre marché est du 20 au 25 décembre. On a regardé avec eux. Je suis sorti en mer avec eux et j'ai regardé comment ils faisaient. C'est spectaculaire. Une langouste, pourtant, c'est pas... elle a un plexus nerveux, elle n'a pas de cerveau vraiment bien délimité. Mais elle est capable de souffrir. Bien sûr, évidemment, vous allez voir. Donc, j'allais voir comment ils faisaient dans des casiers. Ils prenaient les langoustes par les antennes, ils la jetaient sur le pont et on la mettait en vivier. Et elle mourait au début du mois de novembre. On est sortis, on a pris nos langoustes dans nos casiers, on les prenait très délicatement, quand tu parles de souffrance, Louis, pour les mettre dans le vivier. Elles tenaient jusqu'à Noël. Alors du coup, ils étaient tellement contents parce qu'au niveau financier, vous vous y retrouvez, vous les vendez 3 fois plus cher. Donc, même chez des animaux classés comme moins sensibles, que sont les crustacés, hein, le mode d'abattage, la façon de faire est très importante. Et chez les mammifères et les oiseaux, il est clair que quand on voit comment ils sont abattus, bien souvent, c'est d'une férocité inouïe et extrême. Moi, j'ai vu des transports d'animaux. Vous vous rappelez ces chevaux polonais qui arrivaient en France? J'ai vu en Afrique des transports de bovins, de zébus, dans des conditions effroyables. Il faisait 50 degrés, serrés les uns contre... terrorisés. Et si vous mangez cette viande-là, que l'on vend d'ailleurs à des prix ridiculement bas, je rejoins entièrement Dominique, si on accepte de payer ce qu'on mange, le low cost, autant pour les avions que pour l'agriculture, a tué les systèmes. Alors arrêtez de voyager pour 5 € de la France dans un pays européen, et puis surtout, bien sûr, payez vos alimentations, hein, et respectez les saisons. Vous verrez que c'est génial. Les bonnes tomates, elles sont bonnes dans la saison des tomates. Merci Gilles. On va prendre une autre question. Monsieur, juste ici. Florent Coureau, une objection, une question. L'objection, c'est sur l'animal sujet de droit, comme les personnes physiques ou les personnes morales. Ça repose quand même sur l'idée qu'il est libre. Quand je fais un contrat de mariage ou un contrat avec mon plombier ou un contrat avec EDF, il y a un objet, et puis chacun est libre de respecter ou pas, et après on en parle en justice. Et la question, c'est en regardant le temps long, dans 2080, la population humaine va piquer, puis descendre. Il y a déjà pas mal de départements français qui ont atteint leur pic de population, et sauf cataclysme migratoire, ça va baisser. Et donc, est-ce que l'emprise humaine sur le territoire ne va pas laisser la place, dans un temps très long, à l'animal? Merci. Qui veut répondre? Alors, Marine veut répondre sur le sujet de la question du droit animal. Alors, d'une part, la personnalité juridique, elle sous-entend absolument pas le consentement. Par exemple, un enfant est un mineur, n'a pas de compétences juridiques à consentir, c'est pour ça qu'il est placé sous la tutelle de ses parents. C'est vrai pour les majeurs incapables, c'est vrai pour les personnes séniles, et pour autant, il a la personnalité juridique. Il n'y a absolument aucun obstacle là-dedans, et je dirais même, plus la personne est vulnérable, plus il est absolument nécessaire de lui garantir un cadre juridique dans lequel il est protégé, à la fois de la cruauté, des mauvais traitements, et justement il est placé sous la tutelle ou la responsabilité de quelqu'un qui doit parler au nom de soit de cet être humain, soit de ce non-humain, comme je le revendique. Et donc il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. De la même manière, souvent j'entends, pourquoi donner des droits à la nature si elle ne peut pas en retour avoir de responsabilité, puisque droit sous-entend devoir. Ce n'est pas vrai. Et encore une fois, pour la même raison, les enfants n'ont pas de devoir, ils ont des droits renforcés parce qu'ils doivent être mieux protégés. Et donc il faut décorréler l'un de l'autre. Je sais que c'est difficile et c'est pour ça que vraiment je vous invite à lire l'ouvrage de Christopher Stone parce qu'il explique ça avec des mots d'une limpidité incroyable. Et pendant très longtemps, on a considéré que les femmes étaient des incapables, qu'on ne pouvait pas parler pour nous-mêmes, qu'on devait être placé sous la tutelle du mari. Et bien, de la même manière, aujourd'hui, il faut absolument se poser la question de comment on protège les autres non-humains des violences systémiques dans notre société. Ça nous engage à effectivement déconstruire des choses qu'on prend pour acquis, des modèles de domination et de prédation qu'on pense
inéluctable dans notre société. Et aujourd'hui, tout ça est à revoir, tout ça est à déconstruire. Toute cette société qui est à la fois patriarcale, spéciste, raciste, il faut absolument se poser les questions de justement comment on intègre pleinement l'être humain dans la communauté du vivant. Et ça demande évidemment beaucoup de travail, beaucoup de recul, mais c'est absolument nécessaire si on veut rebâtir une société qui est à la fois en paix avec elle-même, en paix avec les autres et en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, de la sécurité de notre planète, de notre sécurité écologique, dépend aussi la bonne application et la garantie de nos droits fondamentaux à tous. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Guterres qui le dit, parce que sans protection des droits de la nature, il n'y aura pas de protection des droits humains demain. Nous sommes intimement liés et nous sommes interdépendants. Et donc, de la même manière qu'on a reconnu des droits aux êtres humains, et ça a pris beaucoup de temps à l'échelle de l'humanité, qu'on a ensuite développé à outrance les droits des entreprises qui aujourd'hui ont pris le pas sur certains droits humains, malheureusement, dans leur poids et dans la relation de force entre, par exemple, le poids des multinationales qui ont un poids écrasant sur celui de certains êtres humains et les conflits sociaux auxquels nous faisons face aujourd'hui, notamment en matière de protection de l'eau, mais aussi en termes d'accaparement des terres, le montrent. Il y a un vrai besoin de rééquilibrer le rapport de force et les droits dans ça sont indispensables parce que plus une personne est vulnérable, plus il faut lui donner des droits. Et c'est sur ces mots que je m'arrête. Merci Marine. Peut-être, Gilles, est-ce que vous vouliez répondre à la question de monsieur qui était sur la répartition finalement du territoire entre les humains et les animaux à échelle de quand la population humaine commencera à diminuer? Il faut revenir à des anecdotes. Bon, on parle beaucoup du loup et de l'ours en France, alors que c'est des épiphénomènes sur l'écologie de la France. Hein. Le député Lassalle, si célèbre, me disait un jour, mais professeur, moi je n'ai rien contre les ours, hein. Ceux qui m'emmerdent, ce sont les Parisiens qui veulent des ours dans mes montagnes. Alors ça, c'est de la vraie écologie de terrain. On n'apprend pas ça à l'université, c'est tous les jours. Sur le retour du loup, pareil. Alors on me dit, c'est les écolos qui ont ramené des loups, c'est archi faux. Donc je pense d'ailleurs que le loup n'ait jamais quitté la France. Le loup a effectivement, à un moment, il est revenu grâce ou à cause d'une déprise agricole. Hein, je reviens avec mon ami vétérinaire, on me promène en forêt de Fontainebleau, les chevaux sortent, il y a du beau crottin de cheval, chaque crottin, il y a 20 scarabées qui sont morts. Parce que mes copains vétos traitent les chevaux avec de l'ivermectine. Alors je dis maintenant, voilà, c'est clair, les chevaux de haras ou les chevaux de club restent au club traités et on met dans la nature des chevaux qui ne sont pas traités. Hein, dans la forêt de la Massagne, j'ai 100 vaches contre l'avis de l'État. Vous voyez qu'au niveau des territoires, c'est clair. Le loup, je suis entièrement d'accord, n'a pas de la place partout en France. Mais le loup est revenu tout seul, il s'est réinstallé, il n'y a aucune raison de le rééradiquer comme on l'a fait effectivement il y a 150 ans. Alors pour revenir au territoire, on ne sait pas vivre avec. Alors je vois les collègues français, ils veulent que les Indiens gardent des tigres, mais nous on ne veut pas de loups. Alors, comment est-ce qu'on fait? Hein, ça veut dire que là, c'est encore dans la tête qu'il faut que ça change, hein, mais la territorialité est très importante. Où est-ce qu'on laisse de la place? Le lynx, hein, en ce moment, il est revenu un petit peu dans les Vosges. On en tue encore un de temps en temps. L'ours aussi réintroduit. Donc comment est-ce qu'on change nos mentalités pour accepter qu'avec nous vivent effectivement d'autres types d'animaux? On me dit les prédateurs, il n'y a pas de place. Attendez, quand on a ramené des loups dans le Yellowstone aux États-Unis, ça a permis de complètement changer les arbres, par exemple, hein, parce que les loups contrôlaient des populations de wapitis, de cerfs, qui faisaient que la forêt s'est régénérée. Et tout à l'heure, lui, il a dit, tout est absolument lié en écologie, finalement. Si je reviens à cet été, par exemple, sur la dengue, le premier cas de dengue, c'est Bordeaux, c'est juin. On est rendu à 54 ou 55 cas de dengue répertoriés aujourd'hui. Bon, elle va venir. Hein. Le moustique tigre, il a gagné 22 départements cet été. Là. 22 départements. Et il transporte plein de choses. Hein. Donc le territoire est tellement, tellement important. Où est-ce que nous, effectivement, on accepte, on tolère les autres? Et sur la question des migrations qui ont été évoquées, vous savez, tout migre. Hein. Les virus migrent beaucoup, les bactéries migrent, les plantes migrent, les champignons migrent, les animaux migrent et les humains aussi. Ben, il faut vraiment se pencher là-dessus, hein, pour bien réfléchir à tout ce qu'on pourrait changer. Je finis sur Einstein qui disait, pour répondre tout à l'heure à Louis quand il parlait des gens vertueux ou pas, Einstein disait, le monde ne va pas mal des méchants, des mauvais ou des fous. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Voilà. Alors, il y a plein de questions. On va prendre mademoiselle devant. Bonjour. Vous m'entendez?
Oui. Déjà, merci pour cette conférence. Je voulais revenir sur un point que je n'avais pas très bien compris. Je me demandais, donc au début, vous avez évoqué le fait que la société devenait de plus en plus sensible justement aux animaux, mais que d'un autre côté, on était aussi une société de plus en plus urbaine et donc qui se coupait de ces animaux. Et donc je me demandais d'où venait justement cette sensibilité accrue. Et une deuxième petite chose, vous avez parlé de l'association Faune Alfort. Je suis une bénévole et ça m'a fait sourire parce que justement, les pigeons, c'est effectivement une espèce qu'on reçoit beaucoup et c'est une des espèces préférées de toute l'équipe parce qu'elle est très agréable et très facile à soigner. Voilà. Oui. Je crois effectivement qu'il y a les deux mouvements. C'est-à-dire qu'on voit que la plupart des enfants aujourd'hui n'ont jamais vu un animal autre qu'un chien, un chat et un poisson rouge, alors que quand je suis né, ce n'était pas le cas. Donc, il y a cet éloignement physique, de plus en plus d'hommes, de plus en plus concentrés, qui voient moins d'animaux. Et il y a en sens inverse un progrès de la connaissance, qui est lié à la connaissance scientifique. On comprend mieux les animaux, on les voit certes à la télévision, on lit des livres, mais on sait beaucoup mieux ce qui fait que les animaux sont des êtres sensibles, sentients, intelligents, qu'on ne le savait en les voyant quelquefois il y a 50 ans. Donc c'est ces deux mouvements, on est plus proche d'eux intellectuellement et par notre sensibilité, et on est plus loin d'eux physiquement. Et je pense que ce mouvement va probablement s'accentuer. Alors il a un bon côté, et il a un côté qui est plus inquiétant, la distance physique avec les animaux. Mais c'est ce qu'on constate. Mais après, il y a la notion de la connaissance, dont vous parliez déjà tout à l'heure aussi, mieux connaître les animaux. Jessica, les ouvrages que vous faites vont dans ce sens-là, justement, dans le fait de mieux appréhender l'intelligence animale, les émotions animales. Oui, on a beaucoup de découvertes qui ont été réalisées finalement assez récemment. Donc l'éthologie, c'est une discipline récente quand on la compare à d'autres disciplines scientifiques. Et qui nous permet de nous rapprocher donc des animaux, en fait. Complètement, parce que effectivement, la connaissance, à mon sens, il faut passer par la connaissance pour se rapprocher des animaux. Alors on a parlé aussi évidemment de se rapprocher d'eux physiquement, mais je veux dire que sans connaissance, c'est compliqué. Et puis il faudrait pouvoir vivre en continu avec les animaux, ce dont aujourd'hui, quand on vit en ville, c'est compliqué aussi. Et effectivement, cette connaissance-là, j'ai essayé de demander à un collectif de chercheurs de travailler à vulgariser la science, parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, on a énormément de données, beaucoup de publications scientifiques sur les sujets des émotions, de l'intelligence animale, mais finalement, ce sont des articles très techniques qui sont destinés, j'allais dire, à la communauté scientifique et qui sont un peu imbuvables pour les non-scientifiques. Et donc, l'objectif réellement, c'est de vulgariser la science, d'avoir des ouvrages qui sont de plus en plus accessibles aux non-scientifiques et aux scientifiques, bien sûr, aux enfants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, ça passe aussi par l'éducation des plus jeunes, et donc adapter les ouvrages à un public familial, et puis surtout rendre accessible la science et donner le goût des sciences, véritablement. Merci Jessica. Une question de Madame Devant. Justement, à ce sujet, qu'est-ce que vous pensez des zoos, aquariums, zoos de Vincennes, zoos de Beauval, etc. Effectivement, c'est un problème un peu spécial. Tout le monde ne peut pas aller à l'autre bout du monde, voir les éléphants, les derniers rhinocéros. Donc, que penser de ces zoos qui, pour beaucoup, restent le seul moyen d'approche? Merci. Alors, je vais répondre à ça parce que j'ai créé en d'autres temps des difficultés à Gilles Boeuf, qui était à notre comité d'honneur, et au moment où il était au comité d'honneur, la Fondation Droit Animal, dont je m'occupe, était contre tous les zoos. Absolument interdiction. Et puis récemment, il y a eu un débat que j'ai eu à introduire sur le sort des animaux sauvages en captivité qui a été engagé par le gouvernement. Et sur les zoos, j'ai pris une autre position. J'ai dit, au fond, il est insupportable, à mes yeux, que seuls les enfants de riches qui peuvent faire 5000 km en avion voient certains animaux, et voir ces animaux, c'est une émotion extraordinaire. Et donc, j'ai pris une position qui est un mauvais compromis, hein, mais c'est la position que j'ai prise.
C'est-à-dire, il y a des zoos indignes. Et ces zoos indignes, il faut les fermer, avec brutalité. Et puis, il y a des lieux où des animaux sauvages sont tenus dans une captivité qui n'est pas entièrement satisfaisante. C'est vrai qu'il peut l'être plus ou moins, mais j'ai trouvé que c'était important que les enfants des hommes voient ces animaux. Voilà. C'est un compromis. Comme tous les compromis, il est difficile à justifier, mais c'est bon compromis. Gilles, vous vouliez rajouter un petit mot? Oui, parce que là, en fait, moi, je ne suis pas un fanat de zoo. Il se faisait que par mes fonctions, j'avais le parc zoologique de Vincennes et la ménagerie du Jardin des Plantes. Et dans notre revue, on ne contrôle pas ce qu'écrivent les gens. Ça m'a causé un problème avec mes syndicats, qui sont me dire, écoutez, vous êtes vous propriétaire de parcs zoologiques, et puis vous laissez dans votre revue écrire des trucs épouvantables sur les parcs zoologiques. Je ne suis pas un fanat de zoo, moi. Hein. Donc ça veut dire que, parce que je faisais du mal en laissant ça publier, alors qu'on ne contrôle pas ce qu'écrivent nos collaborateurs, à mes soigneurs. Hein, le mal-être n'était pas à nos animaux, à nos panthères en parc zoologique ou bien aux orang-outans. Je trouve ça scandaleux de mettre des orang-outans dans une cage, mais à nos soigneurs qui s'en occupent. Donc vous voyez, c'était un petit peu compliqué. C'est très ambigu et c'est difficile de toute façon. Hein. Je pense que, bon, moi, gamin, je vais revenir à quand j'étais un petit garçon, ma tante m'emmenait à Paris et je voyais des girafes à Vincennes. Évidemment, quand je les ai vues après en Ouganda, quand je les ai vues au Kenya, c'est tellement infiniment plus émotionnant, mais en petit garçon, de voir un truc, comment la nature a inventé un truc qui fait 7 mètres de haut, qui descend sa tête à votre niveau, c'est magique. Donc vous voyez, mais revenez à Zarafa, je vais finir là-dessus, on offre aux troupes françaises une girafe, le bey du Caire. Elle vient sur un bateau, c'est pas difficile, elle arrive à Marseille. Comment on transporte une girafe de Marseille à Paris? Même aujourd'hui, c'est très compliqué. On ne sait pas transporter des girafes. C'est très, très compliqué. Elle vient à pied. Et Zarafa va mettre des mois à venir à pied de Marseille à Paris. Il y a les fanfares. On est déguisé en mamelouk. Et on retrouve dans tous les petits villages qu'elle a traversés, Peigné la girafe, ça vient de là. Cet émerveillement des populations de l'époque, on est au milieu du 19e siècle, une girafe. Et la girafe, elle a passé ensuite 17 ans à la ménagerie des plantes. Et quand elle décède, bon, on va la garder. Et si vous voulez la voir, aujourd'hui, vous allez dans l'escalier du musée de La Rochelle. Je ne sais pas par quelle tractation les Rochelais l'ont récupéré. Ma girafe Zarafa. Voilà. Tous ces côtés émerveillement, comment ils naissent. C'est compliqué parce que, par exemple, moi, ça m'arrive souvent de m'accrocher avec des écolos forcenés. Par exemple, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, petit garçon, tous, on a élevé des têtards de grenouilles. On devient naturaliste. C'est interdit par la loi aujourd'hui. C'est jamais une petite fille, un petit garçon qui a fait disparaître les grenouilles. Hein. Ces champignons qui les transportaient partout. C'est les pesticides dans la mare et puis le parking par-dessus. Donc vous voyez, c'est très subtil. C'est intéressant. Il faut en discuter. Le débat est ouvert là-dessus. Mais votre question est parfaitement justifiée. Hein. Marine, vous vouliez rajouter quelque chose? Je ne vais pas rebondir encore une fois sur les zoos parce que j'aimerais bien juste faire un mot sur l'émerveillement justement qui est provoqué par les zoos et que je peux entendre. C'est-à-dire de voir ces animaux extraordinaires d'Afrique ou d'ailleurs, pourquoi pas. Mais j'aimerais rappeler qu'en fait, dans nos villes, on partage nos vies avec beaucoup d'autres animaux qui ne provoquent pas un émerveillement. Mais peut-être que c'est là aussi la vraie question, c'est-à-dire, par exemple, à Paris, vous saviez qu'autour de nous, il y a à peu près 1300 espèces animales avec lesquelles on cohabite dans cette ville. Des centaines d'espèces d'oiseaux, des centaines de mammifères différents, des insectes, etc. Pourquoi est-ce que nos enfants qui vivent dans nos villes n'apprennent déjà pas à connaître ces espèces-là? Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas s'émerveiller justement sur elles? Par exemple, il y a quelque chose qui me frappe toujours à Paris, c'est qu'on parle très mal du rat. Alors le rat, c'est sale, c'est pas intéressant, c'est vecteur de maladies, donc on nous apprend qu'il faut surtout faire attention aux rats. Mais vous saviez, par exemple, qu'au bout de 3 jours, Paris serait complètement bouché s'il n'y avait pas les rats. Ce sont les rats qui débloquent nos canalisations, qui sont les égoutiers de la ville de Paris. On ne devrait pas développer justement déjà un peu d'émerveillement sur cette cohabitation avec d'autres espèces qui permettent en fait le bon fonctionnement de cette ville. Alors je comprends, et c'est vrai, les rats sont vecteurs de maladies, évidemment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une forme de cohabitation plus juste et une autre forme d'émerveillement, plutôt que sur des animaux lointains, déjà réapprendre aux enfants ce qu'est un jet des chênes? Il y en a à Paris.
il n'y a pas que... Alors on a parlé des pigeons, les enfants adorent jouer avec les pigeons. Mais il y a aussi plein d'autres animaux, plein d'autres insectes qui vivent avec nous. Et pour rester un peu dans la branche de ce que disent sur les droits de la nature, dans d'autres territoires, et notamment au Costa Rica, eh bien, il y a une ville qui s'appelle Curridabat qui a reconnu les droits des espèces animales et végétales qui peuplent la ville, justement parce que le maire de cette ville, il est convaincu qu'on ne peut pas faire grandir des enfants et les faire devenir de bons écologistes ou de bons gardiens de la nature si on les éduque hors sol, dans une ville faite uniquement pour les humains, par les humains. Alors il a dit, tout simplement par une décision de sa collectivité, dans ma ville, l'ensemble des êtres vivants ont des droits. Et il a fait des animaux et des végétaux des citoyens de la ville. Et de cette manière-là, ils ont commencé à monter des programmes très ambitieux, ils ont cassé les trottoirs, ils ont fait des corridors écologiques pour que à la fois les oiseaux puissent se déplacer en sécurité, les mammifères puissent trouver des ressources alimentaires, et que de cette manière-là, ces villes soient non plus conçues uniquement pour des humains à travers des yeux humains, mais vraiment comme des lieux et des espaces de vie partagés. Il le fait pour les enfants, mais il le fait aussi parce qu'on constate qu'en fait, les gens vivent mieux dans une ville qui est conçue comme un écosystème vivant et interdépendant que dans une ville bétonnée dans laquelle la seule vie et la seule place, en fait, elle est, pour la plupart d'entre nous, vous le constaterez, en fait, elle est complètement sous le poids de la voiture, des scooters et des modes de déplacement humains individuels, au lieu de justement consacrer de vrais grands espaces à la nature, aux vivants et à toutes les espèces qui ont besoin qu'on repense nos villes dans cette interdépendance. On en a besoin face à la crise climatique, on en a besoin face à l'effondrement de la biodiversité, de faire en sorte que l'émerveillement vienne aussi de l'intérieur de nos villes en tant qu'urbains et qu'on recrée ce lien aux espèces qui sont déjà là, qui partagent le quotidien avec nous tous les jours et qui sont fantastiques. Merci Marine. Bravo. Alors, un tout petit mot pour finir avec Gilles et avec Dominique, et on conclura. Juste 2 mots. Contrôler les pigeons, on le fait maintenant sur les grandes cathédrales. À Albi, la cathédrale, on l'a sauvée parce que les pigeons bouffent en plus la brique par un couple de faucons pèlerins qui s'est installé, et ça a très bien marché. Et pour revenir au rat, je vous dirais que si je vous mets dans un labyrinthe, et le rat aussi, il sort plus vite que vous du labyrinthe. C'est quand même assez génial quand même. En tout cas, c'était un bel exemple de faire cause commune, le rat à Paris. On fait cause commune pour nettoyer la ville. Dominique? Oui, je vais encore être le canard noir, mais je pense... Non, mais c'est bien que vous applaudissiez, ok, il n'y a pas de problème, mais essayez d'avoir une vision un peu globale des choses. Il y a toujours du positif et du négatif. L'écosystème des rats dans les égouts de Paris, c'est même sponsorisé maintenant par la mairie de Paris. Moi, j'ai participé à des réunions à la mairie de Paris où on m'a dit non, vous n'aurez pas de plateforme pour y déposer tous vos animaux sauvages que vous capturez avec les pompiers parce qu'on va mettre l'argent pour améliorer l'écosystème de vie du rat dans les égouts de Paris. Et dans le même temps, on vient demander à l'individu que je suis, très modestement, quelles peuvent être les conséquences des crues centenales qu'on va avoir régulièrement dans Paris. Ça va faire sortir entre 4 et 5 millions de rats dans les rues de Paris. Bon, vous vous démerderez, hein, pas de problème. Non, mais c'est pas la faute du rat, mais en même temps, je veux dire, on peut pas nier. Si j'aurais un tableau, je vous fais la liste des maladies qui sont transmises par le rat. Donc, on peut avoir une vision très angélique du fait qu'un animal, il est intelligent, il est sympa, il a sa place là, etc. Vous savez, il y a plein de scorpions dans les caves parisiennes. Bon, moi, il me gêne pas, hein. Il me gêne pas, puis il gêne personne, sauf les gens qui sont phobiques, mais voilà. Par contre, le rat, s'il sort effectivement un jour dans les rues de Paris, ou si un malade mental a simplement l'idée de dire, tiens, après tout, on peut peut-être utiliser le rat comme vecteur d'attaque bioterroriste, c'est tout à fait possible aussi. Je pense que votre vision, elle sera un petit peu différente. Donc, conséquences pratiques, il ne faut pas être jusqu'au boutiste dans un sens, il faut regarder le plus, le moins, et puis essayer de faire la part des choses, parce que sinon, on va vers des situations qui sont extrémistes, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Merci Dominique. Merci à tous les 5. En tout cas, Louis est parti. On voit qu'on a encore beaucoup de choses à faire, en tout cas dans le sens de la protection des animaux, dans la défense des animaux, pour réussir à faire cause commune ensemble. Et on a tout intérêt à aller justement dans une même direction avec les animaux
pour eux et également pour l'espèce humaine. Merci beaucoup. On vous libère puisque je crois qu'il y a une suite dans cette salle-là pour conclure les 2 jours d'Université de la Terre.